Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne du NPA 33. Nous vous proposons une nouvelle vidéo dans notre série intitulée Notre classe. Nous y traitons de sujets de fond, du point de vue de la lutte de classe, du point de vue des révolutionnaires, de celles et ceux qui veulent changer le monde. Nous allons parler aujourd'hui des attaques sécuritaires et réactionnaires du gouvernement, des violences policières, de la police, de cet État, dont la fonction est de protéger le pouvoir des classes dominantes. Partout dans le monde, les capitalistes et leur gouvernement mènent une politique de plus en plus réactionnaire, une offensive contre les classes ouvrières, contre les travailleurs, les travailleuses, les jeunes, les classes populaires. Ils tentent de faire taire ceux qui se révoltent pour mieux imposer leur domination. Et ça, ils le font en envoyant la police contre les manifestants, en criminalisant les militants syndicaux, mais aussi en essayant de diviser les opprimés entre eux à travers leur propagande mensongère, réactionnaire et raciste. Et pour ça, ils instrumentalisent les préjugés, et en particulier les préjugés racistes et nationalistes. Ils voudraient nous faire croire aux vertus de leurs institutions, de leur république. Mais cette république n'est pas la nôtre. Elle n'a rien de démocratique. C'est celle des riches, des classes dominantes, des grands actionnaires. Et ces classes, elles ne peuvent se maintenir au pouvoir justement que grâce à ces institutions, à leur État et à ce qu'ils appellent leur force de l'ordre. Cet été, Darmanin a déclaré « Quand j'entends le mot violence policière, moi, personnellement, je m'étouffe. » Depuis les violences subies par Michel Zecler, dont les images ont fait le tour du monde, ça, c'est plus difficile à dire. Mais Macron voudrait nous faire croire que les violences policières sont des bavures, qu'elles sont le fait de policiers qui dérapent. Il voudrait nous faire croire que si des policiers sont violents, la police n'est pas violente, que si des policiers sont racistes, la police n'est pas raciste. Mais c'est leur système, leur société, qui sont profondément et violents et racistes. Alors c'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. En quoi les attaques sécuritaires du gouvernement, elles s'inscrivent dans une offensive globale des capitalistes pour défendre leur société. Alors on va revenir sur le rôle de l'État, de sa police et de ses forces donc qu'ils appellent maintien de l'ordre. Alors à ceux qui nous expliquent qu'on pourrait réconcilier la police républicaine et le peuple, nous allons voir à quel point cette police, son rôle, il est de protéger l'exploitation capitaliste contre les travailleurs, contre la population. Il n'y a pas de réconciliation possible. Leur ordre, c'est le désordre capitaliste. Leur sécurité globale, c'est l'insécurité sociale. Et le séparatisme qui existe réellement dans la société, c'est le séparatisme des riches contre les pauvres. En cette fin d'année 2020, l'offensive contre nos droits démocratiques, elle s'est accélérée alors qu'on vit déjà dans un état d'exception depuis le mois de mars. Et l'état d'urgence sanitaire a encore été prolongé par le gouvernement jusqu'à la mi-février. Face à la pandémie et au coronavirus, la principale réponse du gouvernement, c'est la privation de liberté et les menaces de répression. Et le couvre-feu qu'on vient de nous imposer, de 20h à 6h, il est pire quasiment que le confinement précédent. Le pouvoir et les capitalistes, ils sont incapables d'apporter des réponses sanitaires qui seraient nécessaires. Parce que ces réponses-là, elles remettraient en cause leur pouvoir, leur domination, leurs intérêts privés. Ça voudrait dire faire passer la santé avant les profits, l'hôpital avant la banque. Ça voudrait dire interdire la concurrence dans l'industrie pharmaceutique, en exproprier les trusts pour organiser la production de médicaments, de vaccins, pour mettre fin à l'anarchie actuelle. Et ça serait la seule façon pour mettre en commun l'ensemble de la recherche autour du vaccin et permettre de produire un vaccin sûr, gratuit pour tous. Mais ça, les capitalistes, ils en sont incapables. Covid ou pas, les affaires doivent continuer. Alors les gouvernements à leur service, ils continuent la même politique, ils diminuent les crédits dans les hôpitaux et par contre, ils confinent nos libertés. Ils mettent la vie sociale sous cloche, mais les travailleurs doivent continuer à aller travailler, ils doivent s'entasser dans les transports en commun et le gouvernement tente de culpabiliser. Il stigmatise les jeunes, les quartiers populaires, la population de manière générale. Il nous enferme dans nos appartements, du moins pour ceux qui en ont un, car des centaines de milliers de personnes sont contraintes de vivre à la rue, expulsées de squat en squat, obligées de vivre dans des conditions indignes, sans même d'accès à l'eau potable pour certaines. Alors le gouvernement s'agite, il fait des grands shows à la télé et il essaie de nous plonger dans une ambiance de guerre. Pour faire la guerre au virus, ils ont mis en place un conseil de défense et maintenant un couvre-feu et les mots ont un sens. Alors effectivement, ils mènent une guerre et cette guerre, c'est une guerre de classe.
Le capitalisme entraîne le monde entier dans sa faillite généralisée qu'a accéléré la pandémie. Alors il tente de faire taire la classe ouvrière, les jeunes, tous ceux qui aujourd'hui, de par le monde, se révoltent contre leur système. Et les capitalistes ont partout la même réponse, des régimes de plus en plus autoritaires, de plus en plus réactionnaires. Ici, le gouvernement Macron vient de prendre 3 nouveaux décrets qui lui permettent de ficher tous ceux et celles qu'il estime susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'État. Les opinions politiques, les convictions philosophiques, religieuses, l'appartenance syndicale ou encore les données de santé, l'orientation sexuelle, les pratiques sportives, l'utilisation des réseaux sociaux, tout ça pourrait être consigné. Darmanin a expliqué, je cite, « Tous ceux qui prônent la séparation, la révolution, doivent être connus par les services de renseignement. Au moins c'est clair, l'opinion est un délit. Mais ça va faire beaucoup de monde afficher, tant leur société, leur politique donnent des envies de révolution. Le délit d'opinion, c'est aussi ce que le gouvernement a reproché au CCIF, qui est une association qui lutte contre les discriminations dont sont victimes les musulmans. Parce que le CCIF a qualifié d'islamophobe la politique menée par le gouvernement sous couvert d'antiterrorisme, il a été dissous. Et les 2 projets de loi, sécurité globale et principes républicains, sont un pas de plus dans cette escalade sécuritaire. Les manifestations ont obligé le gouvernement à revoir le projet de sécurité globale, du moins l'article qui a mis le feu aux poudres et qui visait à interdire de filmer la police. De la même manière, face au tollé, le gouvernement a dû rebaptiser son projet de loi qui était initialement appelé « Contre le séparatisme islamiste », qui est devenu le projet de loi visant à conforter les principes républicains. Mais dans les 2 cas, le gouvernement compte bien garder l'essentiel, car par-delà les mots, sa politique elle est centrale pour les classes dominantes. Et cette offensive sécuritaire, anti-musulman, elle est portée très largement par le personnel politique des classes dominantes, de Macron à Le Pen, en passant par toutes les nuances de la droite et de l'extrême droite, mais y compris au sein de la soi-disant gauche. On entend des propos qui se prononcent pour la fermeture des frontières, pour la limitation de la circulation des personnes ou qui stigmatisent des populations. On se souvient des déclarations de Mélenchon à propos des Tchétchènes au lendemain de l'odieux assassinat de Samuel Paty. Le poison du nationalisme, l'illusion patriotique, les préjugés ne sont pas l'apanage de la droite et de l'extrême droite. Et que dire du Parti socialiste qui, depuis des décennies, a mené chaque fois qu'il était au gouvernement des politiques anti-ouvrières et anti-immigrés. Alors les jeunes générations ne se souviennent sûrement pas, ou ne sont pas au courant, mais en 1983, un certain Pierre Mauroy, qui était à ce moment-là Premier ministre de Mitterrand, avait déjà essayé de discréditer des grèves ouvrières en les qualifiant de grèves des ayatollahs. Les grévistes sur les chaînes d'assemblage étaient très majoritairement des travailleurs immigrés. Exacerber le racisme et les préjugés est au centre de la politique des classes dominantes et de leur gouvernement, au même titre que la répression. Les conséquences de la faillite économique sont dramatiques pour un nombre de plus en plus grand de personnes. Elles rendent la société de plus en plus insupportable. Et face à ça, tous les gouvernements, ils accélèrent leur politique sécuritaire. Pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est utile de revenir en arrière. Et de ce point de vue-là, l'année 2005, elle a marqué un tournant. Le 19 juin 2005, dans la cité des 4000 à La Courneuve, Sarkozy déclarait face aux caméras « Dès demain, on va nettoyer au Karcher la cité. On y mettra les effectifs nécessaires et le temps qu'il faudra, mais ça sera nettoyé. » La veille dans la cité, un enfant de 11 ans avait été tué par balle, victime d'un règlement de compte. Le 27 octobre de la même année, 2 adolescents, Zied et Bouna, mouraient dans un poste électrique, électrocutés, après avoir été pris en chasse par la police. En quelques jours, la plupart des banlieues des grandes villes se sont enflammées. Des années de colère accumulée, de profonds sentiments d'injustice, de révolte éclataient partout en même temps. Les émeutes ont duré 3 semaines. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois. Un état d'urgence qui était appliqué pour la première fois en métropole depuis la guerre d'Algérie. Alors depuis ces années, la répression dans les quartiers populaires, elle n'a pas cessé. Les violences policières, les insultes racistes, elles sont devenues le quotidien des jeunes et de leurs parents dans les halls d'immeubles, dans les escaliers et dans les commissariats. Violences physiques et psychologiques impunies, invisibilisées, niées. Combien de Théo qui n'ont jamais pu prouver les violences dont ils ont été victimes, faute de caméras? Combien de Michel Zecler? Combien de Chouvia? Combien de bavures, de mensonges, de mise en scène? Alors les portables et les caméras, elles permettent aujourd'hui de rendre visible une toute petite partie de ces exactions.
Alors l'autre année charnière du virage sécuritaire, c'est 2015. En novembre, les attentats du Bataclan et de plusieurs lieux de Paris font 130 victimes et plusieurs centaines de blessés. Hollande déclenche immédiatement l'état d'urgence, durcit la loi de 1955 qui datait de la guerre d'Algérie et il déclare et répète « La France est en guerre ». L'état d'urgence va être voté massivement par les députés de droite comme de gauche. Il va être prolongé à 5 reprises et va durer au total 1 an et demi. Entre fin 2015 et 2017, il va y avoir 7 lois successives qui vont renforcer tout l'arsenal dit antiterroriste. Ces lois vont augmenter les pouvoirs de la police, des services de renseignement, elles vont durcir les peines, elles prévoient des mesures d'assignement qui s'inspirent de l'état d'urgence, elles revoient les conditions d'ouverture du feu par les policiers. Et à la fin du quinquennat de Hollande, le pouvoir n'a de fait plus besoin de l'état d'urgence puisqu'il a été quasiment intégralement intégré à la loi. Et ces mesures, elles vont permettre de surveiller et de réprimer bien au-delà du terrorisme. Valls et Cazeneuve vont immédiatement les mettre en œuvre et en particulier dans la répression du mouvement contre la loi travail. Pour ceux qui y étaient, tout le monde se souvient en 2016 des NAS, des cortèges syndicaux obligés de défiler dans des périmètres entourés par des CRS qui contrôlaient les allées et venues. Et on se souvient aussi des interpellations collectives, des bus entiers qui amenaient les manifestants dans les postes de police. La violence d'État est banalisée et il est aujourd'hui commun de croiser des CRS équipés jusqu'aux dents dans les centres-villes, les centres commerciaux, les gares. La répression du mouvement des Gilets jaunes, elle marque de fait une nouvelle étape. Jamais on n'a vu un tel déchaînement de violences policières face aux manifestants les mains nues. Des dizaines de personnes seront mutilées à vie, perdant un œil, une main. Ils sont ouvriers, étudiants, précaires, agriculteurs. Et l'Allemand, ancien préfet de police de Bordeaux, aujourd'hui promu préfet de police de Paris, il est l'expression de ce tournant, de cette violence assumée et revendiquée. L'aggravation de la crise économique, de la guerre que le capital mène contre les travailleurs, les classes populaires, contre les jeunes générations, fait tomber tout ce qui pouvait masquer la violence de classe et la nature de l'État et de sa police. Et c'est de cette nature, de cette histoire que va nous parler Monica. En effet, l'État et les forces de police ont une histoire. Elles n'ont pas toujours existé. Par contre, ils ont toujours sécrété violence et racisme. Pour s'émanciper, on ne pourra pas les abolir, il faut les détruire. Les forces de l'ordre, ces détachements spéciaux d'hommes armés, d'après Engels puis Lénine, sont nés avec la propriété privée et les sociétés de classe. Ces sociétés de classe n'existent que depuis 21 siècles. Depuis qu'une minorité de privilégiés cherche à s'approprier le travail d'une majorité et qu'elle a besoin de mettre sous l'uniforme des opprimés pour servir ses intérêts, pour la protéger de la grande masse des exploités. Ces forces d'État, servies par une justice, par une éducation, par des prisons, par une armée et également des religions, sont toutes au service de la classe dominante. Elles constituent l'ossature de l'État. Donc l'État, loin d'être cette chose neutre qui serait au-dessus des classes, au-dessus des individus, est un instrument au service de la classe dominante. Ce n'est pas donc un appareil qui pourrait être plus ou moins autoritaire et être poussé à l'être moins sous la pression de la population ou par sa propre volonté. L'État est donc là pour servir les intérêts de la classe dominante. Elle est dirigée par elle pour ses seuls besoins et pas ceux de l'ensemble de la population. C'est pourquoi, même dans les démocraties les plus développées, l'État n'est jamais élu. L'État n'est pas complice de la police. La police est partie intégrante de l'État. La police intervient pour défendre l'ordre bourgeois en toute impunité, protégée par ses syndicats policiers, la justice et les médias bourgeois. En 2017, le journal indépendant Street Press a révélé qu'en 10 ans, avec 47 personnes assassinées par la police, il n'y avait eu aucun policier qui avait fait de la prison et seulement quelques sanctions. Aujourd'hui, en France, il y a environ 245 000 policiers et gendarmes, dont 7 000 sont membres de la BAC. C'est le produit d'une longue histoire, l'histoire de forces qui se sont forgées dans la répression des misérables, des indésirables, des révoltés, des mouvements de contestation sociale. Ces corps ont été créés pour remplacer une armée qui était capable de fraterniser, composée de pauvres, et qui a été remplacée plus tard par une armée de métier. Les premières forces de police, ça a été les gardes mobiles à cheval,
qui ont entraîné les premières grenades après la Première Guerre mondiale en réprimant les grèves de 1920. Elles se sont illustrées ensuite dans la répression des paysans et des ouvriers contre la crise des années 30 et elles ont tiré sur les militants et sur les travailleurs dans les journées de février 1934. Pétain a créé sa police en 1941, la police nationale. Plus tard, pour faire redémarrer la machine étatique en la débarrassant de ses éléments les plus ouvertement collaborateurs, le CNR a créé en 1944 les CRS, les compagnies de sécurité républicaines issues de l'armée. Ce corps s'illustrera en 1947 dans la répression des grèves, sous la direction d'un ministre de l'Intérieur socialiste, Jules Moch. On les trouvera également en soutien aux armées coloniales dans la répression de la révolte de Sétif et Guelma en 1945. L'armée était à ce moment-là sous la direction du ministre de l'Air et de la Marine, le communiste Charles Tillon. On les retrouve dans le massacre de la manifestation au soutien des Algériens du FLN en 1961 à Paris. Puis à nouveau au métro Charonne en 1962, toujours sous la férule du préfet Papon. Il est resté fonctionnaire de l'État, voire ministre, jusqu'en 1981. Il avait organisé des convois d'enfants juifs vers les camps de la mort sous l'occupation. Papon, un fidèle représentant de l'État, qu'il a servi autant sous Pétain que sous la Ve République. À partir des années 90, avec le règne de la mondialisation financière et l'accentuation de l'offensive contre les classes populaires, les contradictions de classe se sont exacerbées et le sécuritaire aussi, en particulier dans les quartiers. C'est alors que va se développer la BAC, Brigade anti-criminalité. Elle sont nées dans les années 70 en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, dans un premier temps pour surveiller les immigrés des bidonvilles et des foyers sous la houlette d'un ex-haut fonctionnaire aux colonies. En 1992, elles ont été généralisées à toute la France pour intervenir au corps à corps et en civil dans les quartiers les plus défavorisés, en particulier contre des populations de jeunes et de pauvres considérés comme dangereux. Des populations dans des quartiers qui avaient été souvent désertés auparavant par leurs anciens habitants, des ouvriers venus de la campagne travailler en ville et qui ont été habités de plus en plus par des familles pauvres défavorisées d'origine immigrée. Dans le même temps, l'armement des policiers s'est diversifié et il a augmenté. À partir des années 2000, vont se développer les armes dites sublétales pour compenser ou accompagner les armes dites létales. Il y a en effet de nouveaux marchés pour de nouvelles armes dans un contexte d'aggravation des conflits en Europe et dans le monde. Après les attentats de 2000 et la crise de 2008, la volonté des classes dominantes de se protéger et d'attaquer leur propre classe populaire dans leur métropole même. Elle se développe aussi à la faveur de l'augmentation de la concurrence internationale, tant militaire que commerciale. Il faut des armes pour plus de tirs, plus vite, plus fort. On innove alors en matière de taser, grenades de désencerclement, flashball, lanceurs de balles de caoutchouc, drones, hélicos. Un arsenal qui permet une répression plus massive, plus intimidante, moins ciblée. Une répression plus industrielle aussi, qui a été aussi essayée dans les stades contre des supporters de milieux populaires. C'est aussi dans les années 2000 que va se développer dans la police comme dans tout l'État la politique de management par le chiffre avec plus de demandes de résultats, d'heures sup, de mutations arbitraires, voire de sanctions et donc d'exaspération des policiers de base. C'est donc la lutte des classes qui est à l'origine des forces de l'ordre. Produit direct des rapports d'exploitation, formées elles-mêmes d'exploiter, elles se sont développées au gré de contradictions de classe qui s'aiguisent. Pour Macron et ses prédécesseurs, pas question d'admettre qu'il y ait du racisme dans les forces de police. Mais pourtant, tout le monde sait qu'il existe. Il est le produit de l'histoire des forces de police. Elles sont nées d'une histoire de maintien de l'ordre avec des armes de guerre contre des civils désarmés. L'armée et les forces de police françaises sont imprégnées des personnes, des méthodes, de l'idéologie née de la mise en esclavage de peuples et plus tard de la répression de populations soulevées contre les préjugés raciaux et sociaux des classes dominantes françaises. Et ils s'en sont nourris. Il demeure des foyers de violence, de racisme, d'antisémitisme, de sexisme, comme on a pu le voir récemment avec des blocs de policiers en Seine-Saint-Denis. Un récent sondage a révélé qu'entre 55 et 70% des policiers de base votaient extrême droite. À l'origine de la République française, il y a son État,
ces lois, depuis le Code noir de Colbert jusqu'à celle de Thiers, en passant par les guerres coloniales de Jules Ferry, les rafles de Pétain, les guerres d'Algérie ou d'Indochine. Une sale histoire où droite et gauche ont défendu la loi, l'ordre colonial puis capitaliste. À travers cette histoire, la bourgeoisie s'est forgée un État, un outil à son service contre les classes populaires insurgées, dont la République actuelle est la forme la plus achevée. C'est l'arène dans laquelle nous, travailleurs, devons mener notre lutte de classe. Dans la continuité de toutes les révoltes révolutionnaires internationalistes, comme celle des insurgés avec Toussaint Louverture en 1791, les insurgés de 1848, les ouvriers de la Commune prenant le pouvoir, ou encore les luttes contre la domination coloniale, celle de tous les exploités. Aujourd'hui, il devient évident pour de plus en plus de gens que la police n'est pas réformable. La revendication de désarmement de la police est légitime, mais illusoire. Comment demander à l'État d'abolir sa propre police, de se désarmer lui-même? L'universalisme de Macron et de tous les hommes politiques, c'est un mythe. C'est dire qu'on est tous égaux, mais qu'il y a les premiers de cordée et les premiers de corvée. Ils voudraient masquer que l'histoire des classes privilégiées est une histoire de répression de leurs classes opprimées, des classes dangereuses, contre lesquelles elles ont toujours utilisé la mitraille quand elles se révoltaient. C'est pourquoi le mouvement ouvrier a dû et devra, dans les moments de lutte de classe aiguë, s'organiser, y compris en s'armant, pour faire respecter les décisions collectives contre ses ennemis de classe et au sein même du monde du travail, comme il a fait pendant la Commune de Paris ou pendant la Révolution russe. Le mouvement ouvrier alors a eu une politique vis-à-vis des forces de répression les plus opprimées, abandonnées par leur hiérarchie, condamnées à être des machines à tuer. Comme lorsqu'aujourd'hui, par exemple, Black Lives Matter a suscité de la solidarité en faisant que des policiers mettent genoux à terre. Dans toutes les révolutions, une partie de l'armée et des corps de police a basculé du côté des travailleurs en lutte, car ils lui ont montré qu'ils pouvaient les protéger contre leur hiérarchie. Ils ont vu alors que le monde du travail organisé leur offrait une perspective d'émancipation contre leur chef, contre le vieil ordre établi. Pour changer le monde, il faudra non seulement une politique contre les corps de répression, mais une politique pour les désarmer, pour les démanteler. Non par des demandes à la bourgeoisie et à son pouvoir d'État, mais par les méthodes de la lutte de classe. À défaut de le faire et d'avoir une politique conséquente, c'est-à-dire en prenant le pouvoir, en se laissant endormir par des réformistes, des travailleurs ont été amenés au massacre, comme ça a été le cas en Espagne en 1936 ou encore au Chili en 1973. Aujourd'hui, en France, comme partout dans le monde, ça a été dit tout à l'heure, la seule réponse des classes dominantes est sécuritaire. La violence policière augmente d'autant plus dans les quartiers populaires contre les manifestants que se multiplient les licenciements, la précarité, les attaques contre les services publics. Cela engendre une méfiance de plus en plus grande vis-à-vis des forces de l'ordre. Comme avec différentes formes d'autodéfense, la lutte politique contre les violences policières participe d'une bataille démocratique générale. Nous défendons bien sûr des revendications démocratiques comme la dissolution de la BAC ou de la BRAV, la fin des violences et des assassinats impunis. Ni paix ni justice tant qu'il y aura des bandes armées du capital. Dans cette bataille, nous nous battons et nous cherchons à associer toutes les forces politiques, syndicales, associatives, sans limiter notre lutte pour la démocratie à une lutte contre une police qui serait trop autoritaire, en étant en faveur d'une police de proximité, ou une police républicaine, ou une police d'état de droit. Forcément, cette lutte, au cours de laquelle nous apprendrons à nous organiser sur nos lieux de travail, sur nos lieux de vie, sur nos lieux d'études, elle entraînera aussi une organisation et un contrôle sur la police, pour assurer leur propre sécurité dans leur vie quotidienne, pour protéger leur lutte, pour faire face aux nervis d'extrême droite. Les travailleurs auront besoin de se donner les moyens organisationnels et matériels d'affronter tout ça et donc d'avoir leur propre milice. Il s'agira de créer un rapport de force qui dissuade les forces de répression. Le monde du travail, il aura assumé lui-même des tâches de force de police tant que la société de classe survivra, mais il le fera d'une façon totalement différente. Les travailleurs les assumeront avec leur méthode de classe à la fois révolutionnaire et démocratique, sous le contrôle de toute la population, sans détachement armé séparé d'elle. Au contraire, ce sera avec des milices élues parmi la population et qui seront mixtes, avec des responsables connus, élus irrévocables à tout moment, payés le salaire d'un ouvrier pour qu'il n'y ait aucune corruption. En leur temps, les révolutions bourgeoises avaient ébauché une telle organisation démocratique de la société. Le prolétariat moderne organisé la généralisera à toute la société pour en finir avec tout État et toute oppression de classe.
Car pour en finir avec la police et avec les forces de l'ordre, il faudra en finir avec les rapports de classe qui les ont engendrés. Et donc, par l'organisation et les luttes du monde du travail, imposer l'égalité, la dignité, le respect des libertés de tous, la justice sociale. Le remplacement des forces de l'ordre par une organisation démocratique des travailleurs sera bien supérieur à la démocratie d'une minorité bourgeoise. Elle reléguera toute la machine de l'État là où elle doit être, comme a dit Engels, au musée des Antiquités. Alors aujourd'hui, face aux polices du monde entier, des centaines de milliers de jeunes, de travailleurs, d'habitants des quartiers populaires se soulèvent pour contester les violences d'État. Alors c'est sûr, aujourd'hui, la situation est compliquée, elle est pesante. Le Covid, les inquiétudes pour l'avenir, la situation économique, la répression, tout cela questionne sur les possibilités de changer les choses. Mais dans le monde entier, les jeunes, les classes opprimées, prennent conscience à travers leur mobilisation de leurs forces. Il devient évident que l'ensemble des oppressions que nous subissons sont liées à une oppression, l'oppression de classe. C'est la domination d'une minorité de parasites sur l'immense majorité de la population. Et on ne peut remettre en cause ces oppressions qu'en contestant le capitalisme. Il y a aujourd'hui dans le monde entier des consciences qui se transforment. L'assassinat de George Floyd aux États-Unis a entraîné des manifestations gigantesques dans le monde entier. La lutte contre le racisme et les violences policières, symbolisée aux États-Unis par le mouvement Black Lives Matter, est devenue internationale. Alors en France, ces manifestations, elles ont fait écho à celles pour exiger la vérité sur la mort d'Adama, qui est mort le jour de ses 24 ans dans le huis clos d'une gendarmerie. Alors aujourd'hui, chaque mobilisation, chaque revendication sociale, économique, démocratique, elle mène à la contestation de l'ensemble de la politique des classes dominantes. Dans le monde entier, des luttes témoignent de la confrontation sociale qui est en cours. Le 26 novembre dernier, en Inde, dans le pays le plus peuplé du monde, 250 millions de travailleurs ont fait grève le même jour pour protester contre la misère, contre la politique du gouvernement, contre sa gestion insensée de l'épidémie. Et des dizaines de milliers de paysans ont marché vers les villes, rejoints par de nombreux chômeurs, des jeunes, des habitants des bidonvilles. De la France aux USA, à l'Inde, à la Thaïlande, à la Pologne, où des femmes et des hommes se battent pour leurs droits démocratiques essentiels, à l'Amérique latine, dans le monde entier, des millions de travailleurs, de jeunes, remettent en cause la marche de la société, le pouvoir d'une minorité qui mène le monde à la faillite. Et ce à quoi il faut qu'on se prépare, c'est à cette nécessité de remettre en cause le pouvoir, la domination d'une minorité, des grands actionnaires de la finance, des multinationales, qui soumettent l'ensemble de l'humanité à leurs intérêts privés. Alors, leur police, leur justice, leur violence, leur appareil d'État, ils ne pourront empêcher que les conditions de la révolution elles mûrissent dans le monde entier.